exceptionnellement ce point ce soir. On va le commencer par une petite séquence expérience, émotion avec nous-mêmes. On s'installe confortablement et on se questionne. Si je vous dis mort de Jean-Luc Godard, d'Alain Tanner, retraite de Roger Federer, qu'est-ce qui vous a le plus touché durant cette dernière quinzaine? On répond chez soi, 1, 2, 3. Question numéro 2, lequel de ces 3 personnages considérez-vous comme le plus suisse et vous donne à vous aussi la sensation et la fierté d'appartenir comme jamais à la patrie d'Heidi et de Guillaume Tell, Tanner, Godard ou Federer? Lequel nous laissera aussi le plus orphelin, voire fera rapetissir notre pays, comme l'ont joliment illustré Herman et Chapat en une du Temps et de la Tribune de Genève? Eh bien, poser la question, c'est un peu y répondre, mais pourquoi ? Pourquoi nos stars culturelles ne sont pas capables de générer autant d'identité patriotique qu'un sportif de haut niveau ? Pourquoi Roger Federer est-il un bien meilleur ambassadeur de la Suisse que le citoyen de Rolle ou l'auteur de Charles Mort ou Vif, lui qui, dans le fond, a fait toute sa carrière à l'étranger et vit une partie de l'année à Dubaï? Pourquoi, si on élargit de Jean-Jacques Rousseau à Vincent Pérez, en passant par Michel Simon, Le Corbusier, Ursula Andress, Friedrich Dürrenmatt et Stefan Eicher, avons-nous tant de peine à retenir nos génies artistiques et surtout à capitaliser dessus aussi bien qu'on l'a fait avec Roger Federer? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue ce soir autour de cette table. La grande émotion de recevoir Jean-Luc Bidault. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être parmi nous. Jean-Luc Bidault, acteur phare d'Alain Tanner. Vous avez joué dans ses 2 premiers films, Charles Mort ou Vif et La Salamandre, en 1969 et 71. Vous avez failli tourner avec Godard aussi. Mais vous êtes surtout vous-même une de nos légendes bien vivantes. Si, laissez-vous dire. En Suisse, mais aussi en France, où vous avez fait une grande partie de votre carrière, le Conservatoire de Paris, vous avez été sociétaire de la Comédie Française, le Graal pour n'importe quel comédien de langue française, de nombreux films et séries télévisées sur lesquels on reviendra au cours de l'émission. Cependant, ce qui vous a vraiment lancé, c'est le cinéma suisse, le fameux groupe des 5, Tanner, Goretta, Souter, Roy, Yersin, pour les citer tous, et La Salamandre que je cite et recite parce que c'est l'histoire dans l'histoire. Gilles Clavreul, bienvenue. Bonjour. On vous connaît bien sur ce plateau comme analyste et acteur politique, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes aussi le neveu de Roger Diamantis, le fameux fondateur du cinéma mythique parisien, le Saint-André des Arts, un formidable passeur de cinéma d'art et d'essai, un homme qui ne cherchait pas sa gloire personnelle, mais qui brûlait chaque jour de lancer les nouveaux jeunes auteurs de notre temps et leurs films, avait dit au moment de sa mort le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand. Roger Diamantis qui avait choisi La Salamandre pour inaugurer sa salle, La Salamandre qu'il a programmée pendant 1 an à Paris, dans ses débuts, qui a fait aussi beaucoup pour ce film. Et vous-même, vous rêviez de rencontrer Alain Tanner et Jean-Luc Bidault, votre idole, me disiez-vous, texto, je ne triche pas et ne trahis rien. Vous proposiez même de l'inviter pour notre émission sur la présidentielle française à Paris en avril. Tellement vous piaffiez, eh bien voilà, c'est fait, Jean-Luc Bidault. Gilles Clavreul. Pas mal, marieuse. C'est autorisé en Suisse? Tout est autorisé. Beaucoup de choses sont autorisées en Suisse. Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Vous connaissez aussi Jean-Luc Bidault. Ah non, je découvre là. Je Trichard. découvre. Non, mais je le vois à la télé, j'aime bien. C'est des gens intelligents, LCI. Vous racontiez que vous aviez mangé ensemble. Oui, bon, voilà, c'est... Ouais. Oui, Et vieux combattant. Ouais. Voilà. C'est de l'adhésion. Vous connaissiez bien aussi Jean-Luc Godard, ami, on peut dire ça, pour un temps en tout cas, vous l'avez été. Un moment, je pense qu'on n'est jamais copains très longtemps avec Jean-Luc Godard. Quant à Jean-Luc Bidault, il ne se rend pas compte de la façon dont il est aimé en France. C'est un auteur, c'est un comédien culte. Et il n'est pas tout seul, notre ami. Il est vraiment. Merci, c'est vrai, Val. c'est vrai, c'est un comédien culte. On adore Bidault en France. Voilà. Est-ce qu'on l'aime autant en Suisse? Est-ce qu'on sait faire aussi bien, justement, créer nos légendes avec la culture? C'est tout le thème de cette émission.
Eleanor Sulzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, merci beaucoup d'être là déjà, et vous êtes journaliste culturelle, chroniqueuse littéraire au journal Le Temps. Vous êtes aussi sa rédactrice en chef adjointe. Le Temps qui a été modeste, disons-le, sur Alain Tanner, beaucoup moins sur Godard, et alors extrêmement prolixe sur Roger Federer, un supplément de 20 pages publié hier et intitulé « Roger Federer, un voyage » sur papier spécial, un Edelweiss 60 grammes amélioré, nous précise votre plume sportive Laurent Favre. Pourquoi ces choix éditoriaux? On y reviendra au cours de l'émission. Et enfin, Nicolas Vadimov, bienvenue. Merci. Vous êtes cinéaste suisse, l'un des héritiers du groupe des 5, réalisateur de documentaires et de fiction, multiprimé à l'international, comme avec Clandestin, coproduction canadienne que vous aviez réalisée en 1997, qu'on voit passer à l'écran. Vous êtes aussi producteur et dirigez aujourd'hui le département cinéma de la prestigieuse Haute École d'Art et de Design genevoise, la HED. Et on va commencer cette émission tout de suite avec quelques images. L'enterrement de Jean-Paul Belmondo. On y voit Emmanuel Macron et Brigitte. Donc des funérailles en grande pompe. Funérailles nationales aussi pour Johnny Hallyday en 2017. Johnny Hallyday, qui n'était même pas français, qui était citoyen belge. Et tout ça, alors, on le met en parallèle avec l'enterrement d'Alain Tanner, il y a quelques jours, auquel n'ont assisté ni Alain Berset, ministre de la Culture fédérale, ni Samy Canaan, ministre genevois de la Culture, ni Thierry Apotello, ministre cantonal de la Culture à Genève, pas même la chef de l'Office fédéral de la Culture, Karine Bachmann. C'est quand même assez stupéfiant. Ça, Jean-Luc Bidault, il ne fait pas bon mourir en Suisse. Non, ce qui est stupéfiant, c'est que la presse, vous savez, devant une caméra, il faut quelqu'un, sinon il n'y a pas de film. Et très curieusement, autant les journaux parisiens, français et suisses n'ont pas dit un mot sur, par exemple, Bulogier, qui est un phénomène comme actrice dans La Salamandre, où il n'y a eu qu'un travail très précis sur Godard, sur Tanner, puis ça s'est arrêté là. Et moi, je ne suis pas frustré, je m'en fous, mais ça m'étonne qu'on n'ait pas aussi songé à tous ces acteurs dont avaient besoin les réalisateurs. C'est très curieux. Et pendant cet hommage à Tanner, on n'était que 2 acteurs. Et il y avait, comme vous dites, personne qui représentait la culture, à part comment s'appelle-t-elle? Celle qui représente la culture à Genève. Isabelle Gatica. Isabelle Gatica, ouais, Voilà, elle était là. Mais sinon, c'était très curieux. Mais vous l'expliquez comment, ça J'explique que tout d'un coup, c'était concentré sur l'admiration de Godard, sur l'admiration de Tanner. Et je me demande si, aux réunions de journalistes, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui disaient « Moi, j'aime pas du tout Godard, j'aime pas son cinéma, etc. Tanner, etc. » Non, il n'y avait rien. Ça a été une admiration totale, autant pour Tanner que pour Godard. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Voilà. Et puis aussi, ces manifestations où, après, il y avait un verre, alors là, on s'est tous marrés. Mais sur le moment, il y avait 2 personnes qui ont une admiration totale pour... Alors je lui ai dit, après, à un certain monsieur qui est réalisateur, j'ai dit, j'aurais pu laisser un peu d'humour. Pas d'humour, rien. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'humour dans la presse par rapport à ces deux personnes. Il n'y avait pas beaucoup de presse tout court. Non, je veux dire, c'était un peu... C'est pas vivant, je veux dire, c'était... Oh là, c'était pleureur, quoi. Pas beaucoup de pompes, pas beaucoup d'hommages, pas beaucoup de révérence de la part des politiques. C'est assez stupéfiant. C'est vrai quand on voit le contraste avec la France, où là, tout d'un coup, effectivement, le président de la République en personne se déplace pour un enterrement. Alors certes, c'est Jean-Paul Belmondo, certes, c'est Johnny Hallyday, mais quand même, il y a quand même un fossé, là. Est-ce qu'ils avaient tous la grippe? Enfin, comment est-ce qu'on... Mais c'est nouveau, c'est nouveau. Que quoi, non, tous les acteurs ou les comédiens ou les réalisateurs qui meurent, tout d'un coup, il y a une manifestation extraordinaire. Mais avant, ça ne se passait pas comme ça. Jean-Louis Jouvet. Non, moi j'ai l'impression que Jean-Luc a des remarques sur la manière dont ça s'est déroulé, et ça, on peut en discuter. Moi, j'ai trouvé que les textes étaient plutôt beaux et inspirés, mais il reste que le problème pour moi, c'est pas ça. C'est qu'il y avait effectivement pas beaucoup de monde, et c'est pas un événement important d'un point de vue national, même d'un point de vue cantonal, même d'un point de vue municipal. Effectivement, le fait que les autorités ne soient pas présentes, même si on n'est pas forcément dans le monde de la culture très friand des protocoles ou autres affaires politiques, mais c'est quand même un signe qui est envoyé de l'importance d'un domaine ou d'un autre dans une société. Et c'est sûr que hier soir, je suis tombé par hasard sur un documentaire sur Bernard Blier, qui était très intéressant, et où il y avait toute une séquence consacrée à Louis Jouvet,
Et notamment, on voit des images de son enterrement en 1951. Alors évidemment que ça m'a fait tilt avec la discussion qu'on allait avoir aujourd'hui. Les funérailles de Jouvet à Paris en 51, c'est mais des milliers et des milliers et des milliers de personnes. C'est quasiment des funérailles nationales. Et ça continue depuis. Voilà, en France, la culture, l'art fait partie de la société. Elle est même constitutive de la société. En Suisse, je crois que c'est tout simplement ça. L'art et la culture ne sont pas constitutifs de notre société, qui est constituée d'autres socles, d'autres valeurs qui font notre prospérité, qui font notre stabilité. Mais voilà, je pense que le rôle de la culture et de l'art, comme quelque chose qui peut déranger, qui peut questionner, qui peut interpeller, bousculer les certitudes, eh ben, n'a pas une place qu'elle a dans d'autres pays. Voilà. Et pas seulement en France. Moi, j'ai vécu 8 ans au Québec. Au Québec, toutes sortes d'autres raisons aussi, pour des questions d'appartenance, d'identité nationale et culturelle, la culture est extrêmement importante. On devient, lorsqu'on a un film, lorsqu'on est comédien, lorsqu'on est chanteur, lorsqu'on est auteur québécois, on est porté, alors peut-être trop, certains diront, mais enfin moi je pense que c'est jamais trop, mais on est porté au nu parce qu'on porte une parole, parce qu'on porte une région, un territoire. En Suisse, on a l'impression que quand on est acteur culturel, on porte finalement rien du tout à part soi-même. Et il faut aller, c'est une vieille rengaine de dire ça, on n'est pas prophète dans son pays, mais il faut aller à l'étranger pour se rendre compte tout à coup que ce qu'on fait peut tout à coup rencontrer un public, être important et avoir de la considération. Mais ça, nous, on le sait depuis très longtemps. Oui, mais je suis désolée, mais en même temps, la place de la culture, elle est évidemment, quand on regarde les budgets qui sont alloués à la culture... C'est autre chose, ça. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'on fait de la culture, ça nous coûte très très cher. Mais je pense qu'on aime la culture au sens... des objets culturels, alors ça bien évidemment, d'ailleurs la Genève, il faut le dire, moi je ne suis pas du tout en train de me plaindre du manque de moyens pour la culture, je pense qu'il y en a plus que n'importe où ailleurs. Mais ça c'est une chose, c'est-à-dire la culture en tant qu'objet social, mais on n'aime pas les artistes et l'art, voilà, je pense, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'on n'a pas, en tout cas, une appétence particulière pour la parole qui peut parfois être disruptive, subversive des artistes, parce qu'on pense qu'on n'en a pas besoin et que le pays fonctionne très bien, et que le pays n'a pas besoin d'être bousculé et dérangé. Voilà. Alors, on trouve sympathique que Jean-Luc s'exprime, qu'on le voit parfois, parce que ça fait partie un peu des meubles et tout ça. Mais enfin, la parole, comme tu l'as très bien dit, lorsque Tanner est mort, on aurait pu imaginer qu'il y a une espèce de travail qui se fasse sur qu'est-ce que toute cette période a apporté à la Suisse, comment est-ce que dans les années 60... pas qu'à la Suisse. À nous aussi. Et en France, bien sûr. Et ce travail-là, il ne se fait pas parce qu'on se dit, c'est un peu des trublions, c'est un peu des bouffons du roi, puis ça s'arrête un peu là, quoi. C'est le sentiment qu'on a. Ouais. Tandis qu'en France, on aime bien les trublions, on aime bien le bouffon. Comment est-ce que vous regardez, justement, vous considérez le décalage comme ça entre ces deux cultures, de la culture révolue. D'abord, la notion de culture est dégradée. Actuellement, c'est une mauvaise période. On peut dire que c'est pour deux raisons. Je pense que la première raison, c'est la confusion qu'il y a entre deux sens du mot culture. Les croyances, les coutumes, les habitudes, qui sont considérées comme de la culture, et le savoir, l'art, la création, la créativité, qui sont le contraire. C'est ce qui va contre les coutumes, généralement, et contre les croyances. Et ces deux visions de la culture, c'est-à-dire la vision anthropologique de Lévi-Strauss et la vision des Lumières, qui s'opposent, en quelque sorte, aujourd'hui sont confondues au déficit de la culture, qui est celle de l'émerveillement, de la connaissance, de choses inhabituelles. L'autre chose, c'est qu'actuellement, la culture, elle souffre énormément d'une espèce de censure, d'autocensure généralisée. Elle doit répondre à un cahier des charges. Un cahier des charges d'un néo-féminisme, d'un wokisme, de tas de choses qui font que quand la culture répond à des critères idéologiques, ça n'est plus de la culture, c'est de la propagande. L'artiste, il peut arriver que l'artiste rencontre des thèmes sociaux, des thèmes politiques, mais par hasard d'une certaine façon. Si c'est son catéchisme, eh bien c'est foutu, c'est plus de la culture. On s'emmerde, il y a un logiciel, et on n'est plus dans la surprise, dans l'inattendu, dans ce qui fait ce dont vous parliez, c'est-à-dire le côté un peu subversif, ou beaucoup subversif, ou inattendu, ou dérangeant, qui est nécessaire. C'est ce qui donne un coup de pied dans la porte dans nos sociétés, qui permet parfois à la science même de s'engouffrer, grâce aux artistes, grâce au travail un peu subversif et insolent et mal poli des artistes. La science aussi peut. On voit aujourd'hui d'ailleurs que même la science est censurée par les woke, la biologie, les mathématiques, et ça, c'est la culture. Et c'est une culture empêchée, c'est une culture scientifique qui est empêchée par un conformisme et un puritanisme du temps.
Éléonore Sulzer, justement, vous êtes un journal de référence, un journal qui a beaucoup misé depuis sa création sur la culture aussi. Comment est-ce que vous expliquez que justement un tel traitement pour un sportif, certes, d'un niveau exceptionnel, et en même temps si peu pour Alain Tanner, en l'occurrence, pour Godard un peu plus. Un très beau papier. 20 pages, pas 20 pages de supplément sur Alain Tanner. On en est loin, une nécrologie. Ah oui, mais on n'est pas du Et tout un dans la même papier, catégorie. effectivement, d'Alain Berset. La catégorie, qui, oui. Alors, je voulais juste rétablir, justement, quand on disait que les autorités il y a eu un papier étaient totalement absentes. Alain Berset nous a contactés, nous, pour dire j'ai envie d'écrire un papier sur Godard et sur Tanner. Et il a quand même... il a un peu répondu, en fait, à la subversion là, dont vous parlez, parce qu'il dit lui-même, il cite Alain Tanner, puis il dit « Une des raisons qui lui feront arrêter le cinéma est d'ailleurs de ne plus avoir à aller serrer la main des cons de Berne. » Donc, Berset lui-même nous explique pourquoi Tanner... son absence. Voilà, pour justifier peut-être pourquoi il n'a pas reçu un prix d'honneur, ce qui était fort dommage, d'ailleurs, je trouve. Mais voilà. Et puis, quant à Godard, il était aussi peu amène avec le Conseil fédéral, et c'est Alain Berset qui nous le dit. Donc, il y a quand même une reconnaissance malgré tout. Pour le temps, ma foi, Federer n'est pas mort. Disons, ça fait une sacrée différence. Quand on voit... Alors, qu'est-ce que ça serait s'il était mort? Alors, qu'est-ce que ça serait s'il était mort? Là, on aurait fait 40 pages. Non, mais je veux dire qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie de personnages, quoi. Le temps a suivi Federer aussi depuis le début. On a des journalistes qui sont passionnés. Vous avez une toute petite rubrique sportive. On a une petite rubrique sportive, mais on a des grands... Quand on veut frapper fort, on frappe fort. Hein. Bien sûr, mais on n'achète pas le temps pour le sport, a priori. Hein. Non, mais Federer, je pense qu'il dépasse le sport. Alors, c'est pas à moi de faire l'éloge de Federer, mais je pensais... mes collègues, on en a parlé un petit peu en rubrique culture, justement, de Federer, parce que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste. Et puis, on m'a dit, mais... Vous en parlez même en rubrique culture. Mais oui, non, mais parce que franchement, c'est comme un personnage. Bien sûr. Federer, pour faire un genre de jeu de mots à la Godard, nul, mais bon. Donc, je veux dire, c'est quand même un personnage incroyablement fédérateur. Hein. Et en fait... Deleuze disait justement, c'est un art des variations des attitudes du corps. Il disait aussi qu'il y a des champions qui sont des artistes. Et là, je pense qu'on a quand même un champion qui est un artiste, quoi, avec Federer. Même moi, qui ne suis pas du tout une pro de tennis, je pense qu'on avait quand même quelqu'un qui avait cette dimension-là. Puis alors, du point de vue influence globale, comme le dit Viola Amerd, on perd notre meilleur ambassadeur, quoi, je veux dire. Godard, moi, je pense que c'est un homme immense, qui est plus quand même dans une niche, quoi. Et quand même, si je peux rappeler quand même que Godard et Tanner avaient passé 90 ans, ce qui fait que, par exemple, pour des jeunes gens à la rédaction, c'était pas tout à fait évident de comprendre pourquoi on s'excitait autant pour ces deux cinéastes. C'est un vrai problème. Parce que... Si je peux vous dire quand même là-dessus, Éléonore, c'est que je pense que la question de l'importance accordée aux artistes en Suisse, on la découvre pas avec la cérémonie pour Tanner ou la couverture médiatique de Tanner et Godard. Alain Tanner, je trouve qu'on ne devrait même pas être sur ce plateau en train de faire des comparatifs entre Federer à tant de points, Tanner en... Oui, on ne peut pas le faire. Hein. C'est pas ce que j'essayais de faire. J'espère que vous avez compris. Je pense que c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber. Ouais. C'est que Alain Tanner, lorsqu'on est à l'étranger, c'est pas en Suisse, on sait, c'est unanime, c'est pas discuté, qu'il a une importance dans le développement de la cinématographie de la deuxième moitié du XXe siècle. Lorsque je vivais à Montréal, il y a des rétrospectives, ils en ont déjà fait 2, des rétrospectives intégrales de l'œuvre de Tanner à la Cinémathèque de Montréal. Il y en a eu à la Cinémathèque française, il y en a dans les cinémathèques aux États-Unis. Il est célébré chaque fois que ses films sortaient à New York, à la New York Film Academy. Son film Jonas, qui aura 25 ans en l'an 2000, a fait, je crois, 600 000 entrées à San Francisco. Ces films sont restés des années de suite à Berkeley dans les cinémas. Enfin, je veux dire, il a dépassé de très très loin la question de savoir si à Genève, Lausanne, etc. Donc ce qui est quand même complètement fascinant, c'est que des gens qui arrivent à trouver une résonance, ça veut dire qu'en gros ce qu'ils disent à un certain moment dans l'histoire fait sens, s'inscrit dans quelque chose d'important, ne trouvent pas écho ici. Donc pour moi, le problème, c'est pas qu'il y ait eu peu de monde ou pas assez de couverture il y a une semaine à l'enterrement de Tanner, c'est qu'il est clairement disparu des radars, de tous les radars, depuis 25 ans. Il a arrêté de travailler. C'est ça qui est le problème. Tanner et les autres. Tu oublies tout de même 2 autres grands metteurs en scène qui ont été complètement isolés, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire Souter et Goretta. Bien sûr. Ah ben, je l'ai toi, tu ne cites que Tanner. Parce qu'on parlait de ça, un impact. Non, mais attends. Bien sûr. Tanner a un impact politique
que n'avait ni Goretta, ni Souterre. Goretta un petit peu, parce qu'il critiquait la petite société minable qu'on peut avoir à Genève ou à Paris, bref. Mais Souterre, c'était un poète, mais Absolument. c'est passé à l'as pour la presse. Ce que je viens de dire pour Tanner vaut pour Souterre. Et et ça Goretta. mais alors, tu le dépasse, cites ça pas. dépasse, ça Non, mais parce dépasse que largement pour les dessin, cinéastes. parce que Ça tu cites dépasse pas. Je suis largement les absolument d'accord, cinéastes. alors. Parce que, par exemple, on prend un D'accord, exemple. Jean-Luc. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Hein. On prend Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Voltaire, c'est l'ADN français, c'est la culture française, le parangon de la culture française. Rousseau Jean-Jacques aussi, hélas. Rousseau. On avait fait un cahier de 20 pages. Jean-Jacques Rousseau. Je fais pas partie du groupe dessin. Vous n'êtes pas sur la sellette. Vous avez été bon pour Jean-Jacques Rousseau, ici, c'est presque un Français. Enfin, on le revendique pas, on n'en fabrique pas de l'ADN. La question, effectivement, c'est pas d'opposer le sport à la culture. C'est pourquoi on n'arrive pas à fabriquer de l'ADN identitaire autour de nos acteurs culturels. Le On Godard écrivain est qui nous apprend français. ça. La plupart de la presse, Godard est français. C'est pas un Suisse, mais pour nous, c'est un Suisse. Mais tandis que Tanner, c'est un vrai Suisse. Un vrai Suisse. Voilà, c'est la différence. Peut-être que Alors, vous n'en juste- éprouvez pas le besoin, en tout cas pas autant que Mais nous. justement, Gilles Clavreul, parce que quand on en parlait, vous me disiez « Ah, mais pour moi, la Suisse, c'est un pays de culture. » C'est vrai que moi, je tombais des nues, parce que je me disais « La Suisse, c'est un pays de culture. » Mais pour vous, la Suisse, Oui, c'est... parce que j'ai en tête ou dans l'oreille les artistes, pas forcément suisses d'ailleurs, mais qui ont élu domicile en Suisse et qui ont trouvé une sorte de Ce que refuge. vous fréquentiez chez votre de oncle. sanctuaire. Oui, ou je parle des musiciens par exemple, parce que dans la famille, je suis plutôt le cancre en matière de cinéma, notamment par rapport à mon oncle, mais en fait toute la famille était mordue de cinéma. Mais prenons la musique. Bon, la Suisse accueillait et accueille toujours. Il y a eu la guerre évidemment, ça a compté beaucoup dans l'accueil de musiciens juifs notamment, mais pas que. Et c'est une tradition qui s'est poursuivie. Littérature aussi. Littérature, bien Bouvier, sûr. Ramu, Évidemment, bien sûr. Bouvier, quand il meurt, Ouais. tout d'un coup, France Culture s'empare de Bouvier. C'est vrai. Alors, c'est très curieux, je veux dire, aussi. Hein. Bon, Ramu, Stravinsky, ça, voilà. Mais bon, il y a d'autres auteurs, comme Walzer. Qui connaît Walzer en France? Il y a beaucoup Ah, de si, quand même. voyageurs. il y a- Maintenant, Walzer a Mais qui beaucoup de connaît talent. Walzer en Suisse? Je Maya. dirais Jean-Luc Bidot. Nicolas Non, Bidot, non. non, il n'est pas là. Nicolas, s'il te plaît. Mais ce que vous disiez sur Rousseau, qui est plutôt considéré comme français ou Godard, c'est vrai, par exemple, Ramuz reste suisse, alors que Sandrard, c'est français, et Sandrard, c'était terriblement suisse. Il s'est fait Par exemple, naturaliser français. Ah, il s'est faut fait naturaliser, reconnaître. ça Ouais. va. Il s'est fait naturaliser. Il a fait la Jean- Légion étrangère. Il est devenu Mais c'est français. Jean-Luc Il est arrivé Bidot, à Jean-Luc très bien, Bidot, vous pour Aller en vous. France et de se faire valider par la France. Attendez, et aussi- Attendez, Jean-Luc Bidot, pour vous, Gilles Clavreul, il est quoi? Il est suisse ou il est français? Quand on le voit au cinéma en France. D'abord, il est génial, et ensuite, Oh il est là là, suisse, arrête. c'est évident. Déjà, Val, pardon. Les gens qui l'ont vu Décidément, on dans- déconne. On sera dit et répété ça. Les gens qui ont vu Jean-Luc Bidot dans H pensent qu'il est français. C'est Ça possible, va très bien c'est comme ça, très c'est possible. pas- Alors, H, c'est Malgré son phénoménal. Ouais. Moi, je trouve ça un peu médiocre, mais c'est phénoménal. T'as vu Jamel? Oui, comment Jamel, encore aujourd'hui, pas les plus jeunes, mais ça n'arrête pas. Et La tendresse bordel, par exemple, qui a été. Ah le non, ça, premier c'est film oublié, qu'elle la fait. tendresse bordel. C'est génial. Non, mais d'accord, mais La tendresse pour bordel. vous, enfin même Alors, pour toi, la t'es trop tendresse jeune. bordel, on va regarder juste un extrait, comme ça on se le remet dans l'oreille Bah, t'es trop jeune. et dans l'orbite. T'as quel âge quand tu sors la 49. Ah, non, Ah, regarde. 6 ans. Ah, tu vois. Donc ça fait. Le film de Patrick Schulman, qui a fait un énorme succès à l'époque au box-office. C'est On quelle regarde. année? Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Tu restes dîner? Si tu me fais une recette surprise, avec ton petit tablier de cordon bleu. Puis rien en dessous. À tout à l'heure. Vous pouvez me signer ça, Monsieur François, s'il vous plaît? On m'avait dit qu'après un mois d'essai, j'aurais un autre salaire. D'être si près de vous, regardez, ma main tremble. Il faudra bien qu'un soir nous sortions ensemble. Si vous voulez. Je suis libre ce soir. Malheureusement, ce soir, j'ai un dîner d'affaires. Regagnez votre bureau. Je vais voir ce que je peux faire. Carole, tu t'es lavé les fesses pour rien, ma chérie. J'ai complètement oublié que j'avais un dîner ce soir. Ah non, j'ai fait toutes les courses. Désolé, je peux absolument pas faire autrement. Je t'embrasse partout. Bon, mademoiselle Lily, voilà, c'est arrangé. Je vous invite ce soir dans un endroit super, où l'on boit, où l'on danse, où l'on mange du tonnerre. À 8h moins le quart pile, je passerai vous chercher. C'était La tendresse bordel de Patrick Schulman, un film qui a fait un succès colossal au box-office en 1979, c'est juste. Ah, complètement. Et puis Schulman, qui débutait, disait, tout le monde l'engueulait, etc. C'est nul ton truc, 16 000 étoiles gonflées, etc.
Et ça a été un succès, on ne sait pas. Je viens de faire une connerie monumentale qui s'appelle Maison de retraite. C'est un des plus gros succès de l'année. On comprend, moi je ne comprends pas. Vous l'avez vu, Maison de retraite? Non. Bon, voilà. Personne ne l'a vu ici, merci. Heureusement pour vous, parce que... Heureusement qu'il y a des Français qui regardent. Je comprends pas. Heureusement qu'il y a Ça des marche pas, Français qui la regardent. culture, c'est qu'on fait faire la promotion des films par Jean-Luc Bidot. Il vient sur les plateaux, il dit Et voilà, c'est qu'on crée l'émotion, ça marcherait beaucoup mieux. Alors, mais je on comprends pas. continue. Tu l'as pas vu non plus. alors. Non, je ne l'ai pas vu. Ben, bah c'est ouais, nul. bah ouais, mais- Et ça fait 2 millions d'entrées. Ah bon, La Tendresse Bordel, c'était plus drôle. Ah, c'est très drôle. Ouais, c'était assez fort. Ouais. Et ces 3 couples, C'était très écrit en plus comme film. Hein C'était très écrit. très très écrits. Ouais. Mais tout le monde se foutait Avec- de sa gueule. Schulman disait, vous verrez, je vais faire un succès. Ça, tout le monde disait, bon, prochain plan, tu vois. Et puis ça a été un succès. Et les Alexandrins, par exemple, c'était vous qui les aviez. Ah oui, non, c'est lui, il a tout fait. Et la construction du film, d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est comme Jonas qui aura 25 ans. Le début et la fin du film, c'est la même scène. Et il y a pareil des personnages dont on suit les parcours de manière séparée, qui à un moment, paf, se rassemblent. Comme dans Jonas, c'est dans la ferme, là. Ah, voilà. Et puis le mur, voilà. Puis le mur qui symbolise ça. Et la construction des films de Schulman, c'est pareil. Oui. Bravo, Clavreille, moi Voilà. je ne savais pas. Costaud, le mec. Bah, voilà, c'est un Français. Bah, j'ai bossé, hein. Oui, il a bossé sur son dossier. Et puis quand on voit Jean-Luc Bidot, on se dit comment effectivement on ne fait pas de l'ADN avec du culturel en Suisse. Hein. Mais on poursuit ce débat dans quelques instants. C'est le moment de faire une courte pause et on se retrouve très vite. Le point de retour, la culture dont on se méfie toujours un peu en Suisse, en tout cas qui ne fait pas recette en matière d'identité. On continue d'en parler. Et il y a une chose aussi qui est très frappante, hein, Jean-Luc Bidot, vous en êtes l'exemple, c'est que la plupart des artistes, ils doivent partir. Hein, les romans partent à Paris pour faire carrière ou pour tout simplement faire des écoles. En Suisse alémanique, qui partent aux États-Unis, au Canada, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous chasse? C'est parce qu'on vous aime pas à la base? Aujourd'hui, vous avez la manufacture qui est tout de même une très belle école. Ça a changé, mais à l'époque, moi j'avais 18 ans ou 19 ans, je finissais un diplôme d'école de commerce, parce que j'étais nullissime. Et là-dessus, je me suis dit, je vais à Paris. Alors je m'inscris, et puis je me présente, et puis je suis pris du premier coup, j'étais sidéré. Et je pense que c'était mon physique qui a attiré le jury, qui était de la Comédie Française. J'ai dit, ce grand maigre-là, enfin, des très bons purgons, des médecins de Molière. Et j'ai été pris. J'étais sidéré. Et puis voilà, ça a démarré. J'avais un accent genevois pas possible, sauf quand je faisais Michel Simon, ça j'adorais. Je serais content de faire. Alors là, tout le monde se marrait, sinon zéro pointé. Et puis alors, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait des filles et des garçons qui déjà se roulaient des patins, se baisaient dans les toilettes et tout. Moi, j'étais là, genevois qui croyait être d'avant-garde, etc. Voilà. Mais Paris, c'est tout de même un autre monde. Hein. C'est la terrible capitale, quand on y c'est est la pas. capitale de l'art. On est un étranger à Paris quand on y arrive. On est un étranger. Comme on serait à, je sais pas, à Rio de Janeiro ou je sais pas, ou à Berlin. Mais vite adopté quand même. Hein? Vite adopté quand même. Ah non, j'ai mis du temps. Hein. Oui, Ah et puis ça peut être oui, notre chance, j'ai mis non 10-12 ans. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est aussi une chance d'être un étranger à Paris, d'être un Suisse à Paris peut-être finalement. Parce que je pense que la liberté d'un Godard, qui est quand même le plus disruptif des réalisateurs de la nouvelle vague, c'est aussi lié au fait qu'il n'a pas cet académisme français, qu'il n'a pas l'histoire du cinéma que les Français avaient déjà au moment de la nouvelle vague. Et donc il peut y aller, quoi. Il peut faire le fou, vraiment, parce qu'il n'est pas encombré par une culture trop pesante en fait. Et Tanner, je pense qu'il y a aussi une part de liberté qui est peut-être ce qui attire les étrangers, enfin, ce qui, dans le cinéma de Tanner, attire les étrangers. Moi, je crois qu'il y a une liberté parce qu'il y a moins de carcans, justement. Donc, je me dis, ce qui est une... il y a la même... Je pense qu'il y a quelque chose du même ordre. Ce qui est Donc, très ça, ce n'est beau, pas dans le truc pesant. Ce qui est très beau comme ça, chez et Ramu, on peut, par exemple, Aimé Pache Peintre Vaudois, personne ne l'a lu. C'est un très très beau livre où il raconte toute sa vie à Paris. Elle est énorme, sa vie à Paris. Aimé Pache Peintre Vaudois, c'est vraiment tout ce qu'il a subi d'atroce en étant à Paris, Ramu. Donc, oui, mais voilà. il raconte aussi dans Raison d'être justement pourquoi il va à Paris. Hein. Je vous fais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à pas prendre là-dessus, mais il raconte exactement qu'il est collégien vaudois et que malgré tout, Dieu sait si Ramu c'est l'auteur justement du terroir, etc. Il raconte que quand on a une ambition littéraire, quand on veut faire carrière, on va à Paris. Que Paris c'est la capitale des arts, c'est la capitale de la littérature, et donc lui, tout vaudois qu'il est, il est parti pour Paris pour retrouver Hugo, Michelet,
Michelet, Zola, etc. Donc ça fonctionne sur cette attraction pour la capitale, la grande capitale des arts, ça a fonctionné même sur l'auteur de Derborance. J'incarne Ramu dans un film de Godard. Ouais. On n'a pas l'extrait. C'est un peu des questions... Et on n'a pas l'extrait. C'est dommage, on va regarder Non, si on le retrouve pour la prochaine fois. C'est un petit peu des questions, je ne veux pas être désobligeant, mais c'est un peu des questions d'il y a quelques décennies quand même. Ces questions de Ramu, Paris, ça remonte un peu. pas Ramu seulement, mais Paris ou pas Paris, parce que depuis un certain temps quand même, avec aussi la mondialisation des réseaux sociaux, de la circulation des œuvres, il y a une constante, c'est que rester en Suisse et être un artiste en Suisse, c'est pas un statut, ça c'est sûr, mais on peut maintenant être artiste suisse, que ce soit suisse allemand ou suisse romand, sans passer forcément par la case Paris. On n'est plus obligé maintenant de faire allégeance à la culture française. Par exemple, dans les sortants des écoles de cinéma, ou dans la nouvelle génération, il y en a beaucoup maintenant qui sortent, certes de Genève, Lausanne, etc., mais qui vont à Berlin, il y en a qui vont à Montréal, il y en a qui vont en France, il y en a qui vont à Barcelone, il y en a qui vont à Milan. Il y en a qui restent à la Berlin-Milan, c'est Moi, les par exemple, paris des Suisses Oui, allemands et des ce que je veux dire par là, c'est que l'idée est plus Mais de je ne pas suis d'accord, s'enfermer ici. Mais tout à fait, de oui. Mais pour la plutôt que de faire reconnaissance, allégeance à la... pour la reconnaissance, on a besoin peut-être aussi... Pas forcément. Ce que je veux dire aujourd'hui en cinéma, c'est que la reconnaissance d'un cinéaste suisse, elle passe plus forcément par la case parisienne. Cinéaste bien ou aussi. autre, hein. Ben, on peut être montré, par exemple, en Amérique latine. Moi, par exemple, j'ai eu deux rétrospectives dernièrement au Mexique et en Uruguay. Et puis, ça fait que les films sortent après. Voilà, c'est plus forcément Paris. C'est aussi Paris, mais plus que... Berlin est très important. Oui, d'accord, mais c'est Zurich avec Bruno Ganz, par exemple. Bruno Ganz, il fait une carrière en Allemagne. Et peu en Suisse, un petit peu à Hollywood, Parce que c'est les qui est un Suisses très grand allemands. acteur. Mais je pense que la... Ignoré quand sa mort, bien Non, mais entendu. Jean-Luc, je pense que la Comme question tous de les la langue acteurs. est plus importante encore pour les comédiens que pour les cinéastes. Parce que la question de la langue, tu vas forcément être limité Alors, à ta langue c'est la d'expression. question Tu ne peux pas jouer, c'est plus compliqué de C'est jouer la en Italie. question culturelle, effectivement. Mais alors, juste pour. Effectivement, mais malgré tout, pour les romans, la France reste, en tout cas, donne un formidable écho ou pas aux carrières, parce qu'il y a cette valorisation. On regarde juste cette une qu'avait consacrée les Inrocks il y a quelques années à Dimet, qui est un rappeur genevois. Qui sait ici qui est Dimet, hein? Et donc, ça fait la une d'un magazine phare, quand même, de la place française. Et donc, il y a effectivement ce phénomène, et le rap, chez nous, c'est pas une culture de niche, hein, c'est une culture jeune, extrêmement répandue. Et donc, voilà, il y a quand même là aussi une discrépance, à nouveau, quand même, entre la façon dont on traite chez nous nos artistes et dont la France valorise. Mais quand on parle d'identité suisse, il y a peut-être une difficulté à définir ce que c'est que cette identité, quand même. C'est beaucoup plus facile d'être français dans un pays centralisé avec un président qui va... C'est réglé, quoi. Je veux dire, là, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les Suisses allemands? Qu'est-ce qu'on va faire pour les Tessinois? Ça pose tout de suite des tas de questions, en fait. Je veux dire, on est un autre pays, on est fédéré. Pour les chanteurs, pour les comédiens, pour les écrivains, il y a un problème tout simplement de marché, c'est un vilain mot. Eh oui. Mais pour les Québécois, j'ai un ami, Pierre Lapointe, qui est un merveilleux chanteur québécois, sauf qu'il faut qu'il travaille en France. Parce qu'une fois qu'il a fait 3 spectacles au Québec, qu'il a rempli 3 fois le Palais des Sports, qu'est-ce qu'il fout le reste de l'année? Il faut qu'il aille travailler en France. Oui, c'est aussi une réalité. Parce qu'il y a 60 millions de personnes en France, francophones. Il y a seulement 6 millions au Québec, c'est sûr. Voilà, Oui, mais ma cabane au Canada, heureusement, ça a été jusqu'à Paris, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un certain snobisme aussi? Si Godard n'avait pas vécu justement mai 68, n'avait pas eu la carrière qu'il a eue en France, est-ce que chez nous... Il l'a fait en France. On va juste regarder Avec cet extrait. Truffaut et compagnie, les cahiers du cinéma. Cet extrait, pour le plaisir, c'était le film que Michel Hazanavicius lui a consacré, Le Redoutable, Formidable. qui est sorti en 2017. On voit juste un petit extrait, pour le bonheur. Comment Godard réagit? Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marions-nous? Oui, mon amour. Marions-nous. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre.
Énormissime, le redoutable. 2017, c'est l'homme que vous avez connu, ça, Philippe Bas? Oui, alors, moi, je ne l'ai pas très bien connu. Puis quand je disais tout à l'heure que j'incarnais Ramus, c'est tout un tas de trucs qui incarnent Ramus, dont moi. Enfin bon, je ne suis pas l'exclusif. Hein, bon, oui, c'est du remets Godard. les choses à dimension. Mais j'ai ri dans le film d'Azanavicius, de la première à la dernière image. Je pense que ce film est un chef-d'œuvre. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a quelque chose profondément de Godard là-dedans qui a dû, je pense, déplaire. Enfin, Je n'ai pas beaucoup aimé le film, je crois. je pense qu'il n'a pas aimé ce film parce que c'était trop en miroir. Enfin, quelque chose de. C'est très juste ce que dit. Parce qu'au fond, hein, il rend justice à la connerie et à l'intelligence de Godard. C'est-à-dire que c'est un génie détruit par sa propre idéologie, Godard. Empêché par son déguisement idéologique. Et en cela, il est très symbolique d'énormément d'artistes français de toutes sortes du XXe siècle, qui ont été détruits par leur habillage, par leur déguisement idéologique, leur faux Mao, marxiste, conneries. Mais je trouve qu'il est allé plus loin que ça quand même. Il ne s'est pas arrêté là. Le redoutable s'arrête d'ailleurs à un moment donné dans sa biographie. J'ai perdu le fil, là. Je sais pas où j'ai perdu le fil, mais... C'était rousseauiste et qui voulait que la musique ait un programme. Tant que la musique de Beethoven a un programme, c'est inécoutable. Puis de temps en temps, il est tellement musicien que sa musique devient sublime, ça le dépasse, et c'est là qu'on aime Beethoven. Godard, c'est pareil. De temps en temps, il y a quelques minutes de cinéma qui sont absolument magnifiques. C'est un inventeur. Parce que c'est un très grand artiste. Mais c'est un méchant homme, vraisemblablement. Il n'aime pas les autres, si vous voulez. Il n'a pas envie de... Enfin, méchant homme, vous voyez, dans le sens où Molière... Méchant homme, Jean-Luc Bidot. Bah oui, j'ai eu un souvenir tellement affreux que je l'ai détesté ce jour-là. Et ma femme m'a dit, fais gaffe, Jean-Luc va pas être aigre à cause de Godard. Mais c'est vrai que Godard m'a cassé sur le moment. Tout d'un coup, dire, t'as plus de film. Non, c'est pas possible, devant toute l'équipe technique qui s'écrasait complètement. Et quand on a fait des essais, tout le monde était là, tremblant. J'en ai rien à foutre, moi. J'étais à un stade où je voulais justement affronter Godard. Ça, il n'a pas supporté, je pense, en voyant les essais. Et donc, il m'a dit, t'as vu le film, Bidot? Le contrat, voilà. Puis le responsable de la télé m'a payé 6 mois plus tard. C'était Passion. C'était Passion, oui. Ouais. Et après, il a été remplacé par Piccoli. Et Piccoli disait, ouais, Godard m'a dit que c'était un acteur médiocre, alors je l'ai shooté. Piccoli dit ça dans les cahiers du cinéma, c'est pas très sympa. Non. Alors qu'il me savait, il me connaissait, Piccoli, puisque j'avais travaillé avec lui, juste après le Non, mais c'était mépris. une petite bande pas très sympathique, qui aimait pas trop les gens, en général. Et Piccoli soumis, complètement soumis. Il a fait des trucs avec Godard où il jouait en sortant de l'hôtel un petit court-métrage. Il était soumis, Piccoli. Bon, après le mépris, c'est tout de même sa carrière qui a commencé. Hein. C'est un beau film. Est-ce que c'est pas Très ça classique. Très classique. C'est le premier très classique. Parce qu'il y a Palance, parce qu'il y a Fritz Lang, parce qu'il y a Bardot, etc. Il dit que c'est son premier film hollywoodien et le seul. Ouais. C'est vrai. Très classique. Il a failli en faire un autre, mais ça n'a pas marché. Mais vous, Gilles Clavreul, c'était plutôt Tanner et Jean-Luc Bidot que Jean-Luc Godard. Oui, plutôt. Oui, plutôt. Mais sans aversion caractérisée pour Godard, en tout cas pas pour ses films. Pour le personnage, c'est un peu autre chose. Il était aussi brocardé, Godard, en France, hein, de son vivant. Il n'était pas que adulé, etc. Il y avait en 68 et après les situationnistes, Guy Debord, qui lui avaient tiré dessus très, très, très sèchement et de façon assez drôle comme d'habitude. Il l'appelait le plus con des Suisses pro-chinois, tout ça. Bon. Donc il n'était pas... Il y a eu beaucoup de caricatures aussi de Godard. Avant Azanavicius, il y a eu à la télé des sketchs. La plus réussie, c'est Azanavicius. Son accent, oui, clairement. Mais disons que le côté pape, en fait, hein, le côté très sérieux, très premier degré. Alors voilà, moi, la différence, c'est qu'effectivement, je préfère la distance ironique. Il y a un truc, une ambivalence qui pétille chez des gens comme Bidot, que je préfère. Oui, c'est vrai qu'il y a une légèreté, d'ailleurs dans les films de Tanner, que je trouve très, très intéressante par rapport à notre époque actuelle. C'est-à-dire qu'on trouve dans ces films-là beaucoup des thèmes dont on parle tout le temps aujourd'hui. La société de consommation et ses excès, le capitalisme, la destruction de la planète, la liberté sexuelle, les questions de genre, tous ces trucs-là, on en parle dans Jonas, on en parle dans La Salamandre. Mais dans Jonas, il détruit un peu. Il détruit 68, ouais. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est très, il y a des trucs, des phases très militantes dans le film, mais à certains moments, il y a
il y a un petit décalage, il y a une petite ironie. On se dit, bon, on n'est pas complètement obligé de marcher jusqu'au bout. Il y a le personnage de Rufus dans le film qui est sérieux comme un pape, qui est rigide, qui emmerde tout le monde avec sa révolution utopique sur l'éducation. Voilà, ça crée une espèce de distance et ça casse un peu l'esprit de sérieux qui était quand même au milieu des années 70. Quand moi j'étais au Comme 3 pommes, même ça je le captais un petit peu, on le sentait qu'il y avait... Et les années 70 se sont un peu éteintes de ça aussi, de cet esprit de sérieux. Voilà, il y avait une espèce à la fois de tendresse et d'ironie libertaire qui passait au-dessus de la phraséologie super sérieuse, alors dont les Mao ont été les champions absolus. Donc Godard a été, de ce point de vue-là, le champion absolu. Le fossoyeur de l'humour, de la légèreté, etc. C'est certain. Mais moi, j'ai l'impression je trouve très bien que vous en parliez de la sorte, parce que je pense qu'en Suisse, il y a encore une fois une différence avec la France, dont on a abondamment parlé avant, c'est que en France, on ne s'attend pas forcément à ce qu'un artiste, un cinéaste ou un auteur, un comédien, soit vertueux en tout point de vue, soit, je dirais, dans les clous, comme devrait l'être un politicien, ou comme devrait l'être un représentant du peuple. Et je pense que ce qui est fort, sans rentrer maintenant dans des questions de goût, est-ce qu'on aime mieux Godard ou Tanner, je ne pense pas que ce soit très forcément intéressant de les opposer d'ailleurs. Les deux avaient en tout cas quelque chose en commun, c'est que c'était des êtres à part entière, avec des avis extrêmement tranchés, qui ont fait sans doute des erreurs, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire, enfin bon, etc. Mais ce n'est pas forcément à nous de juger. Mais ils étaient là, quand même. Un peu. Ouais, mais ils étaient là parce qu'ils proposaient quelque chose vraiment droit dans leurs bottes, et avec en plus, pour les deux, ce qui est très intéressant, plusieurs étapes absolument différentes, des parcours très différents, des cinématographies qui partent dans différentes directions, et puis ils explorent. Et moi, je pense que le rôle aussi d'un artiste, c'est d'explorer, de prendre des risques et de se péter la gueule, des fois. On est des fois juste avec son temps, des fois on n'est pas juste avec son temps, des fois on est culte plus tard, des fois on n'est pas compris son moment. Et ce que vous êtes en train de nous dire, Nicolas Vadimov, c'est qu'en Suisse, on n'aime pas trop les artistes parce que ça dérange. Parce que c'est un pays qui a mis en avant d'autres choses, que d'ailleurs les Français nous envient, de manière parfois un peu caustique et ironique, qui est la stabilité politique, la démocratie directe. C'est un pays vertueux, en même temps très hypocrite, parce que tout ça se fait avec l'argent des banques, on en a déjà abondamment parlé. Mais en tout cas, la Suisse, si on dit aux quatre coins du monde pourquoi la Suisse est connue, une fois qu'on aura passé les clichés éculés, chocolat, vache, fromage, banque, les gens vont dire « Ah ben, la démocratie ». Quand on est dans les endroits sérieux, enfin quand on a des discussions sérieuses, on va dire « C'est ça qui ressort ». Voilà. Et Federer. Mais c'est pas un mal en même temps. On va pas se dire on aimerait bien que ce soit le chaos tout le temps, le bordel. C'est bien, mais par contre c'est chiant. Donc, c'est ce que dit la démocratie, c'est chiant. Dans le troisième. Voilà, pas du cinéma de la démocratie. La démocratie, c'est vertueux. La vertu, ça fait pas des... Donc Federer, effectivement, il est comme la reine d'Angleterre. Il dit bonjour aux chiens, il fâche personne, il affine. Tandis que l'artiste, possiblement, il emmerde. Il emmerde le pouvoir. Spécialité quand même dans les tu oublies tout de même... L'art, c'est fait pour gratter, quoi. Ce que tu oublies tout de même, c'est que ces auteurs qu'on cite n'ont pas fait une popularité énorme. C'est tout de même une certaine société suisse, socialiste ou communiste, à l'époque, enfin on n'avait pas le droit de dire communiste, on n'a toujours pas le droit. Mais bon, je veux dire, c'est tout de même eux qui ont été attirés par ce cinéma. Ouais, Tanner un peu plus en France. Alors que Schweizermacher, Les Faiseurs de Suisse, a été un succès énorme. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Oui, absolument. Tu as vu Les Faiseurs de Suisse ? Non. Voir ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment ça se fait, Philippe, justement, qu'en France, parce qu'en en France, il y a quand même un pouvoir qui est très fort. Hein. Comment ça se fait qu'on tolère justement la place de l'artiste, qu'on tolère ce trublion, et ça depuis Louis XIV, avec Voltaire, qui a dès son règne une place de choix. C'est par moment. C'est très difficile. Il y a des failles. Par exemple, au moment de Louis XV, avec les encyclopédistes ont eu beaucoup de mal, mais ils ont eu des alliés, Malesherbes, etc. Et je pense que Louis XIV n'a pas mesuré. Il pensait que sa royauté absolue était plus forte que les blagues de Molière. Il avait tort. Il avait tort parce que finalement, Molière a quand même gagné. Ce qui reste du siècle de Louis XIV, c'est Molière. Et c'est les libertés que Molière a secouées comme un enragé dans toutes ses pièces, et notamment une liberté fondamentale, celle des femmes. Parce que toutes les pièces de Molière ne parlent que de ça. Et ça... Peut-être qu'il le voyait, Louis XIV, mais il pensait que sa monarchie absolue était plus solide que ça. Mais non, moi je pense que même si les révolutionnaires de 1789 n'ont pas grand-chose à voir avec le théâtre de Molière, ils n'en seraient pas arrivés là s'il n'y avait pas eu le théâtre de Molière et s'il n'avait pas
mis ces graines de liberté, de subversion dans la société française. Et je pense que c'est très important. L'ironie de l'histoire, c'est au début, Molière est utilisé par Louis XIV comme agent de propagande. Tartuffe, c'est la guerre contre la cabale des contre la cabale des dévots. Et donc c'est quasiment une pièce de commande. Mais le génie de Molière, c'est de subvertir la commande et de mettre en danger, par un énorme effet boomerang, de mettre en danger le pouvoir lui-même, non sans avoir quand même au passage éborgné tout ce qu'il y avait du parti des Vaudes en face de Fouquet, etc. Donc, c'est ça, il y a un double discours et ça c'est merveilleux. Enfin, dans Molière, il y a toujours un double discours. Il y a toujours un sens subversif derrière l'extrême politesse de la langue qui est magnifique. Bon. Et ça c'est hérité un peu du siècle d'avant, du début du XVIIe et d'avant avec la littérature picaresque espagnole. Tout ça, c'est des langues subversives. Et les pouvoirs se font avoir. Quand vous prenez par exemple les essais de Montaigne, ça n'aurait jamais dû paraître à cette époque-là. Impossible. C'est une bombe atomique contre le pouvoir tel qu'il s'exprime à cette époque-là. Mais ils sont tellement intelligents et le pouvoir croit qu'il se grandit quand même un peu en le laissant prospérer. Et puis finalement... alors c'est plutôt un malentendu. Et en Suisse, parce qu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais juste revenir justement, parce que est-ce que justement par le truchement de Federer et par le plaisir qu'on a aussi à avoir des émotions, parce qu'on voit ce soir sur ce plateau que la culture, ça génère aussi des émotions, c'est des histoires personnelles, individuelles, d'écrans, mais pas que d'écrans cinématographiques, toutes sortes d'histoires autour de ça, et c'est tout aussi fort que quelque chose qui se passe sur un court de tennis ou sur un stade de foot. Et en plus, les Suisses, c'est vrai, adorent la culture, paradoxalement, proportionnellement. Ils lisent, ils consomment beaucoup plus de cinéma que les Français. Donc, comment est-ce que là, avec tous ces ingrédients sur la table, est-ce que là, il n'y a pas un espoir, justement, que ça change, que maintenant, on arrive en Suisse romande, en Suisse alémanique, c'est encore une question, mais en Suisse romande, à faire un peu d'ADN culturel avec nos stars, avec nos... Mais je pense qu'on doit... En fait, on est un petit pays, quoi. Donc, on produit effectivement peu de génies, qu'ils soient sportifs ou... on en produit pas mal, proportionnellement. Mais alors, comparé à notre taille, c'est énorme. Mais je pense qu'il faudrait juste... 4 langues, c'est ça, en fait. Ce qui explique aussi pourquoi c'est si difficile de se fédérer autour d'un seul artiste. On produit beaucoup, mais on les exploite mal. C'est ça, Godard. Je ne suis pas tout à fait d'accord ça. Non, parce que je pense que si on regarde d'un point de vue statistique, oui, alors on est un petit pays, c'est sûr. On a un petit bassin de population, vous l'avez dit avant. Finir. Mais allez-y. Donc, je voulais dire simplement que je pense qu'il faut être fier aussi de cette taille qui nous donne une agilité, qui nous permet d'être de produire des artistes qui sont peut-être un peu différents, justement, qui sont moins formatés peut-être que des artistes français produits par la France, etc. Et qu'en fait, on doit juste se décomplexer par rapport à notre taille, quoi. On est petit, oui. Mais on a des trucs à dire et on peut les dire aussi. Oui, non, mais c'est pas le problème. Maintenant, la parole est à mon camarade. Je crois que tu voulais dire et les flatter. Prolonger un peu ça. Alors, je pense que oui, c'est petit, mais néanmoins, il y a un nombre d'artistes et de créateurs, de chercheurs. C'est un pays qui est très prolifique dans sa création. Et du côté des émergents. On voit par exemple dans la nouvelle génération des cinéastes, maintenant aussi, je ne fais pas ça parce que je suis responsable de la aide, mais il y a dans les écoles maintenant de cinéma, je veux dire, sortent quand même chaque année une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine de jeunes cinéastes qui vont soit être cinéastes, soit monteurs, soit ingénieurs du son, soit ou comédiens, comme tu le disais, à la manufacture, qui n'ont rien à envier avec leurs homologues dans les autres pays. Cette année, par exemple, à Cannes, je vais faire un petit peu de promotion quand même maintenant, on a organisé une fête suisse. Il y avait quand même 6 films qui étaient à Cannes cette année, dont 4 films qui étaient des films suisses et 2 coproductions. Par rapport à la taille du pays, et d'ailleurs presque tous suisse romand, soit disant passant, pour la taille du pays, c'est énorme. Je veux dire, par rapport au cinéma bulgare, roumain ou on va dire argentin, qui ont des cinématographies, ou québécois, qui ont des cinématographies semblables en termes de nombre, on est vraiment très bien. La seule différence, c'est que, encore une fois, dans les autres pays, ils en sont tous très fiers, pas seulement les médias, mais la politique, tout le monde, la société. Et donc on pousse. Nous, on sait, depuis le début, quand on commence à faire ça, qu'on va un peu se pousser nous-mêmes, entre nous. Et puis grâce maintenant aux réseaux sociaux, au fait qu'on n'a plus forcément besoin des médias institutionnels ou officiels, ben on essaime partout.
mais on essaie par nous-mêmes. On sait qu'on ne sera pas poussé par le pays qui va... Voilà. C'est pas si grave, finalement. On fait des films... Alors, on commence un peu avec les humoristes aussi, à être fiers. Ah, oui. Mais là, ce soir, j'aimerais donner le mot de la fin, parce qu'il bien, nous les reste humoristes. très peu de temps. Ah, bon, déjà, dire qu'on est fiers de vous, Jean-Luc Bidot, Merci. et dire aussi qu'on est très fiers de Michel Simon, hein, parce que j'aimerais juste qu'on voit un extrait de Boudu sauvé des eaux, un immense film immense de Jean Renoir, de 1932. On voit un petit extrait, et puis je prendrai son temps de parole de la fin, mais il faut qu'on voit ça avant de partir. J'ai jamais dit merci à personne. Je m'en doutais. Ah. Oui, Vous avez deviné ça toute seule. toute seule. Vous mangez bien ici? Oui, je mange bien. Vous y dormez aussi? Oui, je dors aussi. Et votre joli costume à carreaux vous va bien? Oui, il va bien. Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous? Oh bon Dieu. Si Monsieur Lestingue n'avait pas risqué sa vie pour vous, où seriez-vous? Ben, je serai au ciel. Les gens qui suivent ne vont pas au ciel. Vous ne connaissez pas la religion et vous êtes un ingrat. Moi, je suis un ingrat. Vous voulez que je vous embrasse? Vous ne perdez pas la tête. Ah, hein? Est-ce que vous sauriez seulement? J'en sais rien. Ce serait la première fois que vous embrasseriez quelqu'un? Non. Avant, j'avais un chien. Un chien? Il m'embrassait, lui. Il vous léchait. Oui, il me léchait. Et vous? Vous l'embrassiez? Oui. Et ça vous faisait plaisir? Vous voulez m'embrasser, vous? Qu'est-ce qu'il est devenu, votre chien? Oh, je sais pas, il est parti. Vous deviez mal l'embrasser. Non, je l'embrassais bien. Vous voulez m'embrasser, vous? J'aime pas les hommes qui ont de la barbe. Vous voulez que je la coupe? Et voilà, c'était Boudu sauvé des eaux de Jean Le chien Renoir. déjà, quand il appelle son Je sais chien. plus. Je sais plus. Black, oui, Black. C'est Black. Ça s'appelle Black. Le chien, il cherche avant qu'un mec lui dise « vous donne 2 francs » et puis il refuse. C'est Black. Black. On va le revoir. Même magnifique. On ne pouvait pas ne pas le passer, hein, Michel Simon. Donc, le point sur la culture dont on se méfie, dont on se méfiait peut-être, hein, peut-être que c'est en train de changer tout ça, eh bien, c'est fini. La semaine prochaine, d'abord, on va vous remercier tous, hein, vraiment beaucoup pour cette émission, et vous de nous avoir suivis. Mercredi prochain, on parlera radicalité de tous bords, les woke, les conservateurs et le backlash qui menace notamment les droits des femmes jusqu'en Suisse avec la célèbre essayiste Caroline Fourest. Ce sera mercredi prochain à 20h dans Le Point. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à toutes et tous.